Pet mai 1985, Bob Pelkey a appelé sa belle-mère Ruth, mais elle n'a pas répondu au téléphone. Son père, Oscar, mari de Ruth, était décédé 2 ans plus tôt, et depuis, Ruth vivait toute seule. Bob dînait avec elle chaque fois qu'il le pouvait et prenait régulièrement de ses nouvelles. Il était inhabituel qu'elle ne réponde pas, d'autant plus qu'elle était devenue assez déprimée après la mort d'Oscar. Inquiet de ce silence, ce jour-là, lui et son épouse sont montés en voiture et se sont rendus à sa modeste maison à Gary, dans l'État de l'Indiana, pour voir ce qui se passait. Ce qu'ils allaient y découvrir allait bouleverser à jamais la vie de toute cette charmante famille. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Si vous aimez écouter ce genre d'histoire, abonnez-vous à nos 2 chaînes. Merci, passons aux faits. Paula Cooper est née le 25 août 1969 à Chicago, dans l'État de l'Illinois, de Herman et Gloria Cooper. Elle était la 2e fille de Gloria, mais la première qu'elle avait eue avec Herman. Juste après le lycée, Gloria avait rencontré un homme nommé Ron Williams. Lorsqu'elle était tombée enceinte, ils avaient décidé de se marier, mais les problèmes avaient commencé en raison des sautes d'humeur de Gloria. Avec le temps, Ron avait commencé à douter de sa stabilité et avait rompu les fiançailles. Gloria avait donné naissance à leur fille Rhonda et son comportement était devenu encore plus instable. Le couple s'était séparé et sur l'insistance de sa mère, Ron avait renoncé à se battre pour obtenir la garde de sa fille. Quelques mois plus tard, Gloria avait épousé Herman Cooper et ensemble, ils avaient élevé Rhonda et Paula comme de véritables sœurs. La famille avait déménagé à Gary, dans l'Indiana, lorsque Paula avait 5 ans. Herman était mécanicien, tandis que Gloria travaillait à l'hôpital. Les punitions corporelles étaient courantes à la maison. Herman fouettait souvent les filles avec une ceinture ou un câble électrique. Rhonda semblait toujours être punie plus sévèrement. Un matin de 1979, pendant l'absence d'Herman, Gloria avait installé ses filles dans la voiture familiale, fermé la porte du garage et démarré le moteur. Rhonda s'était réveillée dans son lit sans se souvenir clairement de ce qui s'était passé. Plus tard, il avait été révélé qu'un voisin infirmier avait sauvé Gloria après l'avoir trouvée inconsciente dans la voiture. Malgré tout, Gloria avait survécu et était rapidement rentrée chez elle auprès de ses filles. Rhonda avait commencé à fuguer à l'âge de 13 ans et Paula ne tarda pas à la rejoindre. Après plusieurs tentatives infructueuses de fugue, elles furent placées dans des foyers d'accueil. Ron essaya d'adopter les filles, mais il se heurta à des obstacles administratifs. Paula devenait de plus en plus rebelle et déclenchait souvent des bagarres que Rhonda terminait. Finalement, Rhonda partit vivre chez son père biologique, laissant Paula seule avec Herman, ce qui aggrava encore la situation. En 1985, Gary, dans l'Indiana, était l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. C'est là que vivait Ruth Pelkey, âgée de 78 ans, qui avait passé plus de 40 ans dans la même maison, dans le quartier de Glen Park. La vie de Ruth tournait autour des soins qu'elle apportait aux vaches qui paissaient dans les champs et des activités de l'église locale. La famille de Ruth, les Zimmerman, était membre de l'église des frères dans la région. Ruth et sa famille se rendaient à l'église environ 5 fois par semaine, où Ruth chantait dans la chorale et enseignait l'école du dimanche. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Ruth travaillait dans une usine de pneus. Entre son travail et l'église, Ruth était très occupée et le fait de ne pas avoir de compagnon ne la préoccupait pas. Elle avait une cousine prénommée Dorothy, qui vivait à Gary et était mariée à un homme du nom d'Oscar Pelkey. Ils avaient 2 enfants, Bob et Ruthie, qui venaient parfois leur rendre visite à la ferme. En 1941, Dorothy fut diagnostiquée d'une leucémie et malheureusement, elle mourut. Au fil des années, Oscar et Ruth se rapprochèrent et se mirent à se fréquenter. Ils se marièrent le 3 mars 1944. Les beaux enfants de Ruth furent les seuls enfants qu'elle eut jamais, et ils lui donnèrent plus tard 9 petits-enfants,
et 15 arrière-petits-enfants. Après son mariage avec Oscar et son déménagement à Gary, le couple commença à fréquenter l'église baptiste de Glen Park. Cette nouvelle vie de femme et de belle-mère n'atténua en rien l'engagement religieux de Ruth. Elle chantait toujours dans la chorale, enseignait l'école du dimanche, organisait des réunions de prière et donnait des cours de Bible aux habitants du quartier. Les Pelkey vécurent dans leur maison pendant 40 ans jusqu'à la mort d'Oscar en 1983. Bien que la famille de Ruth l'ait encouragée à vendre la maison et à quitter la ville, elle refusa, n'ayant aucun désir de quitter la maison où elle avait passé la majeure partie de sa vie avec son mari. Elle restait active, s'occupant seule de son jardin et de sa cour. Elle conduisait sa Plymouth de 1977 pour faire ses courses au marché local. À l'âge de 15 ans, Paula avait déjà fréquenté plusieurs écoles, se retrouvant sans cesse dans des situations problématiques, ce qui conduisait à son transfert vers d'autres établissements. En 1985, elle fut inscrite au lycée Lew Wallace, situé à seulement 4 rues de la maison de Ruth. Elle était amie avec April Beverly, âgée de 15 ans, et Karen Cart, âgée de 16 ans. Toutes trois avaient de nombreux problèmes de discipline. Récemment, elles avaient cambriolé la maison d'un voisin et volé 90 $ en liquide. Elles avaient déjà dépensé l'argent la semaine précédente et leurs fonds s'épuisaient. Le 14 mai, Paula avait séché les cours avec ses 2 amis ainsi qu'avec Denise Thomas, âgée de 14 ans, que April avait invitée à se joindre à elle. Elle s'était d'abord rendue dans une salle de jeu pour jouer à des jeux d'arcade et acheter des sucreries, puis elle s'était installée sur le porche de la maison d'April où elles avaient bu de l'alcool. Les filles commencèrent à réfléchir à un moyen d'obtenir plus d'argent. C'est alors qu'April se souvint d'une dame âgée, vivant seule dans la rue, qui donnait des cours d'études bibliques. Elles imaginèrent un plan. Se rendre chez elle en prétendant s'intéresser aux cours bibliques pour entrer dans la maison et y voler quelque chose. C'était une véritable trahison, car la femme en question, Ruth Pelkey, avait beaucoup aidé April par le passé. Ruth avait donné des cours bibliques à April pendant plusieurs années, jusqu'à la mort d'Oscar, qui avait conduit Ruth à cesser d'enseigner. Pendant cette période, Ruth emmenait April et son frère à l'église en voiture, et après le décès de la mère d'April, elle avait invité la fillette à dîner et lui préparait des repas pour l'école. C'est précisément pour ces raisons qu'April savait que Ruth serait seule chez elle, et aussi pourquoi elle décida finalement de ne pas accompagner les autres filles. Elle savait que Ruth la reconnaîtrait. Paula, Karen et Denise se dirigèrent donc vers la maison, sonnèrent à la porte et Ruth leur ouvrit. Karen demanda des informations sur les cours bibliques. Ruth leur répondit que ce n'était pas le bon moment et leur proposa de revenir le samedi suivant. Elle referma ensuite la porte. Les adolescentes retournèrent chez April, où Paula prit un couteau de boucher long de 30 cm dans la cuisine, retira sa veste et l'enroula autour de l'arme. April suggéra alors que les filles retournent voir Ruth et lui demandent de noter les horaires des cours bibliques. Karen sonna de nouveau à la porte et Ruth ouvrit encore une fois. Elles lui demandèrent de noter les détails sur les cours. Ruth accepta et les laissa entrer. Elle s'assit à une petite table dans la salle à manger, prit un stylo et un bloc-notes. Alors que Ruth commençait à écrire, Paula la poussa violemment au sol. Ruth tomba sur ses fesses, les jambes étendues devant elle, visiblement déconcertée par la situation. Paula attrapa un objet lourd et frappa Ruth à la tête. Les rapports divergent. Certains mentionnent un vase, d'autres un presse-papier en verre. Ruth était toujours assise sur le sol, tandis que le sang coulait dans ses cheveux blancs bouclés. Paula sortit ensuite le couteau et commença à lui taillader les bras et les jambes en criant « Où est l'argent, salope ?» Paula déchira ensuite la robe de Ruth, tandis que la vieille dame criait de panique. À un moment donné, Ruth bascula sur le dos. Paula s'assit sur sa poitrine, tenant le couteau en main. Ruth lui dit alors « Si tu fais ça, tu le regretteras. » Malgré ces paroles, Paula poignarda la femme dans la poitrine.
Elle répéta ce geste 33 fois avant de se relever, laissant le couteau planté dans le ventre de Ruth. Paula ordonna à Karen de surveiller Ruth pendant qu'elle fouillait la maison. Karen répondit qu'elle ne pouvait pas regarder le visage de la vieille dame, alors elle courut dans la salle à manger et revint avec une serviette blanche qu'elle posa sur le visage de Ruth, étendue sur le sol, se vidant de son sang. Paula fouillait la maison à la recherche d'argent ou d'objets de valeur. Peu après, April les rejoignit et l'aida dans ses recherches. Finalement, elles trouvèrent 10 $ en espèces et les clés de la Plymouth de Ruth. Lorsque les filles eurent terminé leur fouille, Paula retira le couteau du corps de la vieille dame et elles partirent avec la voiture de Ruth. Le lendemain, le beau-fils de Ruth, Bob, et son épouse passèrent chez elle. Ils avaient dîné avec elle quelques jours plus tôt et n'ayant pas eu de nouvelles depuis, ils décidèrent d'aller voir ce qui se passait. Lorsqu'il frappa à la porte, personne ne répondit. Bob appela à travers la fente de la boîte aux lettres, mais tout resta silencieux. Il fit le tour de la maison, trouva une clé de secours cachée et entra. L'intérieur était sans dessus-dessous. Des papiers jonchèrent le sol, les coussins du canapé étaient retournés. Ruth gisait sur le sol, le visage couvert d'une serviette. Bob s'approcha et la toucha, mais son corps était froid. Il se dirigea vers le téléphone pour appeler à l'aide, mais l'appareil avait été arraché du mur et le câble sectionné. Bob sortit et frappa chez plusieurs voisins, mais personne ne répondit. En voyant une voiture se garer à proximité, il s'approcha d'un résident et lui demanda d'appeler les secours. Puis il retourna dans la maison de Ruth et attendit l'arrivée du détective Kennedy, de la police de Gary. La police fut chargée de l'affaire. Sur les lieux, le détective Kennedy observa le désordre autour du corps de la femme, remarqua la serviette sur son visage et lorsqu'un médecin légiste retira le cadavre, une entaille fut découverte sur le tapis sous son corps. L'arme du crime n'était pas sur place, mais dans une veste blanche trouvée sur place, qui ne semblait pas appartenir à Ruth, un reçu pour des contraceptifs au nom de Paula Cooper fut retrouvé. En interrogeant les enfants du quartier, le détective apprit que l'un d'eux avait reçu une balade dans une Plymouth bleue de 1977, correspondant à la description du véhicule disparu de Ruth. Cette voiture avait été vue avec 4 adolescentes de l'école locale, Paula Cooper, April Beverly, Karen Carr et Denise Thomas. Lorsque le détective Kennedy se rendit au lycée pour retrouver les 4 jeunes filles, il n'en trouva que 2. Karen et Denise, Paula et April avaient laissé les 2 autres et pris la direction du nord vers Chicago. On ignore quel était leur plan, mais à court d'essence, peu après avoir franchi la frontière de l'État, elles appelèrent la sœur d'April, qui vint les chercher. Cette dernière conduisit les fugueuses au poste de police de Gary et les convainquit de se rendre. Entre-temps, Karen avait été interrogée et avait raconté aux enquêteurs que Paula avait attaqué Ruth, puis lui avait remis le couteau en lui demandant de surveiller la victime pendant que Paula fouillait la maison. Lorsqu'on lui demanda si elle avait poignardé Ruth, Karen répondit qu'elle s'était contentée d'enfoncer le couteau plus profondément dans le corps de la femme. Lorsque le détective lui demanda pourquoi elle avait fait cela, elle répondit simplement « pour voir jusqu'où ça pouvait aller ». Elle était parvenue à enfoncer la lame à travers le corps de Ruth jusqu'à transpercer le tapis et endommager le bois en dessous. Au début, Paula était assise dans la salle d'interrogatoire avec ses parents, Herman et Gloria, refusant de parler. Finalement, sa cousine Rhonda arriva et s'assit quelque temps avec elle, l'encourageant à tout raconter à la police. Après cela, Paula, en présence de Rhonda et Gloria, raconta au détective Kennedy en détail ce qui s'était passé. La seule demande qu'elle formula fut que personne ne la regarde pendant qu'elle parlait. Tous détournèrent donc le regard pendant qu'elle décrivait minutieusement comment elle avait commis le crime. Les témoignages des filles concordaient et selon ses propres aveux, Paula était bien celle qui avait tué Ruth Pelkey. Paula indiqua également aux autorités l'endroit où se trouvait le couteau qui fut retrouvé dans une poubelle d'un McDonald's local.
La voiture de Ruth fut localisée dans l'Illinois et ramenée à Gary. Le meurtre avait été commis au cours d'un cambriolage, ce qui le qualifiait de crime passible de la peine de mort. À l'époque, toutes les jeunes filles risquaient la peine capitale dans l'Indiana et leur comportement en détention ne s'améliora pas. April cessa de parler au personnel et refusa de manger autre chose que de la nourriture de McDonald's. On découvrit également qu'elle était enceinte au moment où Karen et Paula furent placées sous surveillance spéciale pour éviter tout suicide. Lors d'une altercation physique avec un gardien, Paula menaça de poignarder la grand-mère de ce dernier. Finalement, le procureur décida de requérir la peine de mort pour Paula et Karen, mais pas pour April ni Denise. Chacune des accusées fut jugée séparément. Denise fut la première à passer en procès à l'automne 1985. Après plusieurs jours d'audience, il apparut que Denise n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit ce jour-là et qu'elle ignorait les intentions des autres. La défense se déclara confiante, mais un incident survint. Le détective chargé de l'affaire avait raccompagné 3 jurés chez eux, ce qui conduisit le juge à annuler le procès. Lors du second procès, les mêmes faits furent exposés, mais la défense fit remarquer que Denise avait depuis mûri et n'avait plus l'air d'une jeune fille innocente. Cette fois, le jury la déclara coupable. Le juge la condamna à 35 ans de prison. April était la seule dont la famille avait engagé un avocat privé. Ils négocièrent un accord avec le procureur. Peu avant le début du procès de Karen, au printemps 1986, l'émission 60 minutes diffusa un reportage sur l'affaire. Le public attendait que justice soit rendue aux jeunes criminels, mais l'émission risquait de nuire encore plus à Karen. L'avocat commis d'office de Karen suggéra qu'elle plaide coupable, espérant que cela adoucirait le juge. Il tenta plusieurs fois de joindre le père de Karen pour discuter de cette décision, mais n'obtint aucune réponse. Il poursuivit donc avec son plan. Karen changea son plaidoyer en culpabilité, ce qui était extrêmement rare dans une affaire de peine de mort sans accord préalable. Ils espéraient que cela jouerait en sa faveur. Avant même que Karen soit condamnée, l'avocat de Paula suivit la même stratégie et changea également le plaidoyer de sa cliente en culpabilité, déclarant qu'il n'y avait rien à plaider puisque Paula avait avoué et qu'aucune circonstance atténuante ne pouvait justifier son crime. L'avocat mentionna les abus subis par Paula dans son enfance, mais il ne crut pas que cela suffirait à excuser le meurtre brutal d'une vieille dame. Il pensait que leur meilleure option était que Paula avoue et espère la clémence du juge lors de la sentence. Fin mai, l'audience pour la condamnation de Karen eut lieu. Un psychiatre décrivit son passé instable. Karen s'exprima et s'excusa pour ses actes, demandant pardon à la famille de Ruth. Le lendemain, le juge refusa la peine de mort pour Karen et la condamna à 60 ans de prison. Lors de l'audience pour la condamnation de Paula, ses 2 parents étaient absents. Gloria avait quitté la ville et Herman avait disparu. Gloria appela plus tard sa fille aînée depuis Atlanta pour se vanter d'avoir rencontré un homme riche. Rhonda lui reprocha d'avoir abandonné Paula et raccrocha. Rhonda resta la seule personne à soutenir Paula. Rhonda et son père. Ron témoignèrent en faveur de Paula, évoquant l'instabilité mentale de Gloria et les sévices infligés par Herman. Ron put attester personnellement de l'impact négatif que les abus parentaux avaient eu sur Paula et sa sœur. Lorsque Paula eut l'occasion de s'exprimer, elle déclara « Je n'ai jamais menti sur ce que j'ai fait, je ne l'ai jamais nié ». Elle ajouta qu'elle n'avait pas voulu de procès car elle ne souhaitait pas mentir devant le tribunal. Elle s'adressa à la famille de Ruth en disant « Si vous me prenez la vie, cela ne ramènera pas votre mère, votre sœur ou votre tante. » Elle reconnut également qu'elle n'avait jamais donné d'instructions aux autres filles ce jour-là, mais précisa que la cause réelle de la mort de Ruth avait été le coup sur la tête et les 33 coups de couteau qu'elle lui avait portés.
Elle demanda simplement au juge de lui épargner la vie. Après une brève suspension, le juge revint et expliqua les facteurs pris en compte dans sa décision. Paula avait commis un meurtre au cours d'un vol, la victime était âgée, la violence avait été excessive et l'accusé avait joué un rôle dominant lors de l'attaque. Cependant, Paula n'avait que 15 ans au moment des faits et n'avait aucun antécédent criminel. Le juge lui demanda de se lever, puis la condamna à mort. Une semaine après la condamnation à mort de Paula, l'audience de détermination de la peine d'April eut lieu, dans une relative indifférence, car elle avait conclu un accord avec le procureur. Maintenant que la sentence de Paula était connue, la plupart des gens avaient perdu tout intérêt pour le sort d'April. Dans une salle d'audience silencieuse, le juge condamna April à 25 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 13 ans pour bonne conduite. Elle serait encore dans la vingtaine à sa sortie. La condamnation de Paula fut acceptée par la communauté locale, mais dans d'autres parties du pays, l'idée d'exécuter une mineure était jugée inacceptable. Lors de l'audience, le juge avait même demandé pourquoi les États-Unis étaient le seul pays à exécuter des enfants, bien qu'à l'époque 9 autres pays pratiquaient encore la peine de mort pour les mineurs. En 1987, la législation de l'Indiana releva l'âge minimum pour la peine de mort de 10 à 16 ans. 2 ans après la condamnation de Paula, elle ne remplissait donc plus les critères pour être exécutée, mais la loi n'était pas rétroactive. Monica Foster, l'avocate de Paula, lui expliqua le processus d'appel. Paula croyait que les gardiens viendraient la chercher d'un moment à l'autre pour l'emmener sur la chaise électrique sans savoir que la procédure pouvait durer des années. Le juge initial mourut dans un accident de la route et son remplaçant rejeta la demande d'un nouveau procès. Cependant, l'affaire attira l'attention internationale. Amnesty International mena une campagne en faveur de Paula, recueillant 2 millions de signatures, et le pape Jean-Paul II envoya un émissaire du Vatican pour demander sa grâce. Bill Pelkey, le petit-fils de Ruth, pardonna à Paula malgré le meurtre de sa grand-mère bien-aimée. Ils échangèrent de nombreuses lettres et Bill fonda le groupe Journey of Hope, From Violence to Healing, militant pour l'abolition de la peine de mort. En 1988, la Cour suprême des États-Unis interdit la peine capitale pour les personnes de moins de 16 ans, ce qui conduisit à la commutation de la peine de Paula en 60 ans de prison. La loi de l'Indiana lui permettait néanmoins de bénéficier d'une libération anticipée pour bonne conduite. April Beverly fut libérée en 1999, mais quelques années plus tard, elle fut tuée par un compagnon violent. Denise Thomas sortit de prison en 2003 et se retira de la vie publique. Karen mourut en prison en 2008 des suites de problèmes cardiaques. Paula fut libérée le 17 juin 2013, quelques mois avant son 44e anniversaire. Elle entama une nouvelle vie, travaillant dans un restaurant rapide et comme assistante juridique. Cependant, le 26 mai 2015, Paula se suicida. Elle fut retrouvée morte près de sa voiture, après avoir laissé des lettres d'adieu à sa famille et à ses amis. Malgré tous les efforts de réhabilitation et les pardons qu'elle avait reçus, le poids de son passé demeura insupportable.